8 heures du matin, sur les côtes de la RDA. Peter de Bleur, un médecin de 31 ans, excellent nageur, plonge dans les eaux de la mer Baltique. Son but, l'île de Fehmarn, située de l'autre côté du rideau de fer, à 50 km de là. Il l'atteint après une traversée de 25 heures, un jour et une nuit en haute mer, sans manger et sans boire. Comment cette performance sans précédent a-t-elle été possible? Pour réaliser cet exploit, Peter de Bleur a consommé des amphétamines, des substances proches de l'adrénaline qui agissent sur le système hormonal du corps humain en déclenchant un ensemble de réactions physiques et psychiques. Aux États-Unis et au Japon, des chercheurs travaillent au développement des amphétamines depuis les années 1920. Mais la production s'avère complexe. Les laboratoires pharmaceutiques Temmler, situés à Berlin, intensifient leurs recherches au début des années 30. À partir de l'éphédrine, une substance naturelle dérivée de certaines plantes, la société Temmler développe un médicament très prometteur. Notre corps produit lui aussi des substances qui nous inhibent ou qui nous stimulent. L'éphédrine est un stimulant produit par une plante. Après avoir isolé la substance issue de cette plante, on a essayé de la synthétiser. Et c'est comme ça qu'on a créé l'amphétamine. En 1937, Fritz Hauschild, un chimiste de la société Temmler, met au point un procédé qui permet la fabrication d'une amphétamine particulièrement efficace, la méthamphétamine. La même année, Temmler commercialise le produit sous le nom de pervitine, un médicament contre l'asthme et les troubles circulatoires. Les médecins et les patients en sont très satisfaits. Mais très vite apparaissent d'autres avantages. Augmentation de la concentration et de l'endurance, disparition de la fatigue. Des effets psychoactifs avec lesquels la société pharmaceutique va tenter de séduire une nouvelle clientèle. L'effet stimulant de ce médicament a très vite été reconnu. De ce point de vue, la pervitine était en phase avec son époque, une époque de plein emploi, notamment grâce à l'armement. Pour ceux qui avaient connu les années 20, c'était une situation tout à fait nouvelle. À la fin des années 20, des produits stimulants comme le chocolat au cola ou à la caféine connaissent un grand succès. Peu après l'arrivée sur le marché de ce médicament, un chocolatier berlinois propose des pralinés à la pervitine, qu'il recommande particulièrement contre la dépression de la femme au foyer. Pour revigorer l'humeur, il préconise de consommer entre 3 et 9 pralinés. À l'Académie de médecine militaire de Berlin, la plus haute instance du service de santé des armées, on étudie depuis longtemps déjà les produits stimulants. La fatigue est en effet un problème majeur en termes de médecine militaire. Elle affecte les tours de garde, les déplacements motorisés nocturnes et l'efficacité dégradée. Les médecins militaires s'intéressent de très près à la pervitine. L'Académie soumet ses étudiants à une série de tests. Ils doivent résoudre des problèmes pendant 36 heures d'affilée en ne prenant que de courtes pauses. Mais surtout, en ingérant soit de la pervitine, soit une autre amphétamine appelée benzédrine, soit du glucose, soit de la caféine. De tous ces produits, la pervitine est celui qui semble le plus efficace pour un usage militaire. Elle diminue la sensibilité à la fatigue, augmente la confiance en soi et l'aptitude au risque. Pour le professeur Otto Fritz Ranke, directeur de l'Académie de médecine militaire, la pervitine présente un autre avantage. Pour maintenir un soldat éveillé toute une nuit, il fallait des grains de café pour une valeur de 50 pfennig. 4 comprimés de pervitine donnent le même résultat pour un prix de 16 pfennig. Le professeur Ranke reconnaît les risques sanitaires liés à l'usage de la pervitine, mais pour lui, les objectifs militaires constituent une priorité absolue à laquelle doit être subordonnée la santé des soldats. Ranke ordonne d'autres essais. Mais très vite, l'histoire le dépasse. Le jour du dernier test, les étudiants en médecine et les officiers sanitaires qui lui servent de cobayes sont en route pour la Pologne. Nous sommes le 1er septembre 1939.
En moins de 4 semaines, la Wehrmacht écrase son voisin polonais. La pervitine est à présent si connue que beaucoup de soldats s'en procurent à titre privé. Conducteurs de motos, de blindés et de camions, pilotes ou soldats d'infanterie, tous en consomment. Souvent, les médecins de troupes rachètent les stocks des pharmacies aux frais de la Wehrmacht. Mais en l'absence d'un ordre officiel, la distribution s'effectue sans le moindre contrôle. La guerre éclair a été menée grâce aux amphétamines, pour ne pas dire qu'elle était fondée sur l'usage des amphétamines. Pour ces tests, Otto Fritz Ranke n'a plus besoin d'étudiants. Le haut commandement de la Wehrmacht a été informé de l'usage massif de pervitine par les soldats. Les médecins de troupes sont à présent tenus de fournir des rapports à ce sujet. Dans ces comptes rendus, l'euphorie de la victoire militaire et la satisfaction quant aux effets de la pervitine se confondent souvent. Le produit apparaît désormais comme un élément indispensable des actions militaires à venir. À la demande de l'armée, Temmler fournit gratuitement la pervitine pour les troupes. Des milliers d'échantillons de comprimés sont distribués aux soldats de la Wehrmacht. Ranke a reçu les premiers rapports médicaux de la campagne de Pologne au tout début de l'année 1940. Et à partir d'avril 1940, c'est-à-dire avant le début de la bataille de France, l'usage de la pervitine a été introduit de manière planifiée à la Wehrmacht. Dorénavant, les soldats n'ont plus à acheter de la pervitine eux-mêmes. Elle leur est fournie par les services sanitaires de l'armée. La distribution doit en principe avoir lieu sous contrôle médical, mais cette disposition ne sera jamais réellement respectée. En une semaine, la société Temmler produit 5,8 millions de comprimés pour le Reich, une quantité insuffisante pour les besoins de la Wehrmacht. Les usines Temmler sont priées d'augmenter leur capacité de production. En avril 1940, la Wehrmacht commande 35 millions de comprimés en prévision de la bataille de France. Cette nouvelle campagne est une course contre la montre. L'objectif est de franchir la Meuse en 3 jours. Les colonnes de chars allemands avancent rapidement sur le territoire français. Nous sommes en mai. Les blindés sont étroits et mal ventilés. Il fait chaud et étouffant. Le terrain est inégal. La conduite exige beaucoup de concentration. Il faut éviter de tomber sous le feu de l'ennemi. D'après moi, tout cela aurait été impossible sans pervitine. En 57 heures à peine, les premiers chars allemands atteignent la tête de pont de Sedan. Le rythme des colonnes de blindés oblige l'infanterie à des marches forcées, de jour comme de nuit. Les troupes parcourent jusqu'à 60 km par jour. Pour supporter un tel effort, l'infanterie est approvisionnée en pervitine. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que dans bien des domaines, la guerre est la mère de toutes les inventions. En temps de guerre, tout le monde se demande comment pouvons-nous renforcer la combativité, l'endurance et la résistance de nos soldats? Comment pouvons-nous les aider à maîtriser certaines situations? Aujourd'hui, on dirait comment pouvons-nous les doper? Les unités de combat franco-britanniques sont prises au dépourvu par la vitesse de progression des troupes allemandes. Après la défaite de la France, la presse britannique s'interroge et écrit « Les Allemands utilisent une pilule miracle. Si la victoire est à ce prix, il est incompréhensible que Churchill refuse d'en faire autant. » Mais si la pervitine a favorisé la victoire allemande, ses effets indésirables sont maintenant visibles. Les premiers cas de dépendance à la pervitine sont apparus à cette époque. Les prises devenaient quotidiennes et elles étaient de plus en plus importantes. On en est arrivé à la conclusion que, de fait, l'utilisation de la pervitine entraînait un phénomène d'accoutumance. Les premiers cas mortels sont signalés. Ils concernent surtout des officiers âgés, sujets à des problèmes cardiaques, auxquels les fortes doses de pervitine associées à l'alcool ont été fatales.
Le potentiel addictif du médicament est si élevé que Leonardo Conti, chef de la santé du Reich, décide d'intervenir. À l'automne 1940, Conti soumet la pervitine à une obligation de prescription. Mais cela n'affecte que très peu la diffusion du produit. Les patients et les médecins ne prennent pas cette restriction au sérieux et le nombre de prescriptions est élevé. Même dans les ministères, la consommation de pervitine est importante. Au ministère de l'Air du Reich, Ernst Udet, as de l'aviation allemande et ami personnel de Hermann Göring, est responsable de l'équipement technique de la Luftwaffe. Il est très impliqué dans le développement des Stuka et d'autres bombardiers issus des usines Heinkel et Junkers. Ernst Udet est totalement dépassé par sa fonction. Pour faire face, il consomme des quantités importantes d'alcool et de pervitine. Il en ingurgite 6 ou 7 comprimés dès le petit déjeuner. Malgré cela, Göring nomme Ernst Udet directeur de l'armement et du matériel aéronautique et élargit son domaine de compétences. Après la capitulation de la France, le Reich n'a plus qu'un seul ennemi, la Grande-Bretagne. Pour l'Allemagne, la suprématie aérienne constitue la première étape en vue d'une invasion des îles britanniques. À partir de 1940, des escadrilles de bombardiers s'élancent depuis le nord de la France et la Norvège pour mener des attaques nocturnes en territoire anglais. Les avions de chasse britanniques tentent de les repousser. Au cours de ces duels aériens, les qualités de concentration et de réaction deviennent essentielles à la survie. Nous décollions généralement assez tard, vers 22 ou 23 heures, et nous arrivions au-dessus de Londres ou d'autres villes anglaises vers 1 heure ou 2 heures du matin. C'est un moment où on commence à être fatigué, mais on ne pouvait pas se le permettre. On prenait alors 1 ou 2 comprimés de pervitine et ça allait mieux. Pendant ces vols de nuit, le ronronnement et les vibrations des moteurs, le manque d'oxygène, le froid et l'immobilité accentuent encore la fatigue. Les effets stimulants du café ou du thé se dissipent au bout de quelques heures. Ceux de la méthamphétamine durent de 8 à 10 heures, ou plus selon le dosage. J'ai effectué de nombreuses missions de nuit. En tant que commandant, il fallait que je sois réactif à tout moment. Alors j'anticipais. Je prenais des comprimés de pervitine de manière prophylactique. Imaginez un peu un commandant qui serait fatigué au moment du combat. C'est impensable. La pervitine n'agit pas uniquement sur la fatigue. Elle accroît aussi la capacité de concentration sur une tâche précise. Elle est euphorisante et stimule la combativité. Rares sont les pilotes ou les mitrailleurs de bord qui se passent d'un tel soutien. Pour les soldats, c'est parfois une question de vie ou de mort. Nous n'allions tout de même pas renoncer à la pervitine sous prétexte qu'elle pourrait nuire à notre santé, alors que nous risquions de mourir au combat dans les heures qui suivaient. Les pertes s'intensifient. Il y a de moins en moins de personnel qualifié. Pendant des mois, les pilotes décollent nuit après nuit. Sur ordre de Göring, les états-majors distribuent des rations supplémentaires d'alcool afin de maintenir la motivation et l'efficacité des équipes. Avec l'alcool qui devait remonter le moral des soldats, la pervitine a eu des effets très négatifs sur la santé des pilotes. On parlait à l'époque d'un syndrome de l'aviateur qui se manifestait par des insomnies, des vomissements et une perte d'appétit. Les pilotes qui présentent ce syndrome sont considérés comme grillés et envoyés en maison de repos. Pour la plupart, le séjour sera une cure de désintoxication. La Royal Air Force est elle aussi dotée de produits stimulants. La benzédrine qui vient des États-Unis est loin d'être aussi efficace que la pervitine, mais elle est rapidement considérée comme indispensable par les équipages aériens alliés. Cette fois, même Churchill approuve l'utilisation de cette nouvelle pilule miracle.
La Luftwaffe n'est pas en mesure de répondre durablement aux exigences de la guerre aérienne contre l'Angleterre. Des erreurs dans l'organisation de la production et une succession de mauvaises décisions précipitent l'échec du Reich. Au printemps 1941, les faiblesses stratégiques sont manifestes. Hermann Göring veut un responsable. Ce sera son ami, le général d'aviation Ernst Udet, directeur de l'armement et du matériel aéronautique. Pour Ernst Udet, dont la consommation de pervitine ne cesse d'augmenter, l'affront est insupportable. Après une nuit blanche, durant laquelle il a ingurgité plusieurs comprimés de pervitine, il retourne son arme contre lui lors d'une conversation téléphonique avec sa compagne. Der Reichsmarschall spricht zum letzten Male zu seinem alten Kampfgefährten. In seiner Rede nennt ihn seinen besten Kameraden, der durch seine Taten unsterblich geworden sei. Hitler ordonne des funérailles nationales. Officiellement, la mort est due à un accident du travail. À cette époque, les troupes allemandes sont entrées en Union soviétique. Sur le modèle de la campagne de l'Ouest, les divisions de blindés foncent à vive allure vers l'Est, ouvrant un front de plus de 3000 km de long. Elles ne s'arrêteront qu'aux portes de Moscou en décembre 1941. L'opération Barbarossa est une campagne d'extermination raciale au cours de laquelle des millions de personnes perdront la vie. Les rapports des soldats qui ont combattu sur le front de l'Est ressemblent à des descriptions de l'enfer de Dante. Ces hommes étaient en permanence entourés de cadavres, de mourants. Ils assistaient à des scènes d'une horreur à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Tout cela les a probablement incités à consommer non seulement des stimulants, mais aussi des produits avec lesquels ils pouvaient s'anesthésier mentalement. Pour eux, c'était une stratégie de survie. Durant l'hiver, l'armée rouge lance ses premières contre-offensives. La Wehrmacht résiste difficilement. Pour défendre leur position, jour et nuit, des responsables du commandement allemand fournissent de la pervitine à leurs troupes. Ils réclament l'envoi de renforts, de matériel et de nouvelles rations de pervitine. Mais dans le même temps, ils déplorent les effets secondaires du médicament. Les soldats, écrivent-ils, souffrent d'apathie, de dépression et doivent compenser au triple les heures de sommeil dont ils se privent. Malgré cela, pour l'état-major allemand, la pervitine reste le dernier recours pour remobiliser une division en difficulté. La consommation de pervitine durant la campagne de Russie n'est plus quantifiable. Un corps d'armée en consomme désormais 29 millions de comprimés en quelques mois à peine. La société Temmler est classée « entreprise importante pour l'effort militaire ». Sa production ne cesse de croître. Mais les besoins de la Wehrmacht augmentent sans arrêt. On constate qu'avec les amphétamines, l'effet de tolérance se manifeste assez rapidement. En principe, après 2 à 3 semaines de prise régulière, le corps et le cerveau commencent à présenter des signes d'agitation dès lors qu'on ne leur fournit plus leur dose habituelle ou une dose plus importante. La dépendance psychologique intervient donc très rapidement. Cela signifie qu'à terme, les gens ne sont plus capables de se sentir bien sans consommer le produit en question. Les lettres écrites depuis le front par le soldat de première classe Heinrich Böll en témoignent. Chers parents, chers frères et sœurs, j'ai enfin assez de temps et de calme pour vous écrire. Je suis très fatigué. La nuit dernière, je n'ai pu dormir que 2 heures, et la nuit prochaine, je ne pourrai guère dormir plus que 3 heures. Il faut que je parvienne à rester éveillé. La pervitine fera bientôt son effet et cela m'aidera à combattre la fatigue. Pourriez-vous m'envoyer encore un peu de pervitine pour ma provision personnelle ? Votre Heinrich. La Wehrmacht cherche à présent à réduire ses distributions de pervitine. Pour couvrir leurs besoins, les soldats doivent s'en procurer à titre personnel. Heinrich Böll en réclame à sa famille dans la plupart de ses lettres. Le produit est toujours disponible en pharmacie. Dans le corps médical, les troubles provoqués par un usage prolongé sont maintenant connus. Outre la dépendance psychique, la pervitine peut entraîner un affaiblissement général, des psychoses, des troubles circulatoires et des défaillances cardiaques.
Le 1er juillet 1941, Leonardo Conti, chef de la santé du Reich, obtient la classification de la pervitine parmi les produits définis par la loi du Reich sur les opiacés. Conti, responsable également des programmes de stérilisation forcée ou d'euthanasie, affirme vouloir éviter que tout un peuple ne se retrouve drogué. Conti place la santé du peuple allemand au cœur de ses préoccupations. Il condamne l'usage privé de la pervitine, mais il ne remet pas en cause son utilisation à des fins militaires. D'autant que dans les usines chargées de produire les biens nécessaires à l'effort de guerre, le rythme de travail ne peut être maintenu que grâce à la pervitine. La loi sur les opiacés ne s'applique pas à la Wehrmacht. Dans les rangs de l'armée, la pervitine est toujours distribuée sans ordonnance. 1943 est une année noire pour la marine de guerre allemande qui subit de lourdes pertes. Le cuirassé Tirpitz, dernier navire de guerre du Reich, se replie dans le fjord d'Alta. Il doit tenir tête à la puissance navale britannique. À plusieurs reprises, les Anglais tentent de détruire le Tirpitz, que Churchill a surnommé The Beast, la bête. À l'aide d'un sous-marin de poche, ils parviennent à placer des mines de 2 tonnes sous la coque. Les dégâts sont tels que le Tirpitz n'est plus opérationnel. Après cette attaque, Hitler ordonne la création d'une unité navale disposant de sous-marins de poche, avec des équipages réduits à 1 ou 2 personnes. Le temps presse. Les constructeurs sont contraints d'improviser. Ils parviennent pourtant à développer en un temps record une série d'engins destinés au combat naval. Le contre-amiral Haye annonce la création du Kampfverband, l'unité secrète de sous-marins de poche voulue par Hitler. Mais en cet hiver 1943, le temps manque pour les tests matériels et la formation du personnel navigant. L'un des premiers engins prêts à être employés est le Marder, qui n'est rien d'autre qu'une torpille avec un habitacle. Après le débarquement des Alliés en Normandie, 60 de ces appareils sont mis en service à Villers-sur-Mer. Dans la nuit du 7 juillet 1944, 21 d'entre eux sont envoyés en mission. Pas un seul ne reviendra. La marine allemande se félicite des navires ennemis coulés. Pour elle, l'opération est un succès. Mais les hommes d'équipage considèrent ces sorties comme des opérations suicides. 2 tiers des marins trouvent la mort lors de ces premières missions. Le pilote est enfermé dans la coque, sous une coupole qui ne s'ouvre que de l'extérieur. Nombre d'entre eux meurent asphyxiés. Une fois la torpille mise à feu, si le sous-marin est repéré, il est presque impossible d'échapper aux tirs de l'ennemi, du fait de la lenteur de l'engin. Les missions ont exclusivement lieu de nuit. Les sorties aux commandes d'un sous-marin Marder sont des missions extrêmes, pour lesquelles la direction de la marine a prévu l'utilisation systématique de pervitine. Durant l'été 1944, la marine prend contact avec le camp de concentration de Sachsenhausen, aux portes de Berlin. Ce camp est doté d'un commando disciplinaire d'essayeurs de chaussures, qui testent des ersatz de cuir pour l'industrie de la chaussure, un secteur vital en temps de guerre. Les conditions de vie de ces commandos d'essayeurs de chaussures étaient très dures. Les détenus devaient parcourir une quarantaine de kilomètres, lourdement chargés et par n'importe quel temps. De plus, les nazis ne tenaient absolument pas compte de la pointure des prisonniers. Ils leur attribuaient une paire de chaussures au hasard et les prisonniers devaient les porter. Le taux de mortalité de ces commandos était très élevé. Les SS n'y affectaient que les détenus qu'ils voulaient punir sévèrement. Ces commandos sont considérés comme des unités d'extermination. Les détenus, surtout les plus âgés et les plus affaiblis, y meurent d'épuisement ou sous les coups des SS. Tadeusz Grodecki avait 15 ans à l'époque. Il est l'un des rares à avoir survécu. Personne ne nous demandait si on tenait le coup ou pas. On marchait jusqu'à la pause de midi. Après le déjeuner, on continuait. Le soir, on passait au poste de vérification pour y déposer les chaussures et récupérer les nôtres. Ensuite, il y avait l'appel.
Heureusement, je ne devais pas marcher tous les jours. Il y avait un roulement. Je participais à ces marches 3 ou 4 fois par semaine. Ce n'était pas facile. Chargés d'un sac de 12 kilos, les détenus arpentent la place d'appel du matin au soir. 40 km par jour, sur un sol caillouteux. À l'automne 1944, la marine demande à Heinrich Himmler, chef de la SS, l'autorisation de procéder à des tests physiques dans un camp de concentration. La SS propose le camp de Sachsenhausen et les commandos disciplinaires d'essayeurs de chaussures, car elle estime que ces détenus correspondent le mieux aux besoins de l'expérience. Avec l'aide de la SS, le médecin Hans-Joachim Richard constitue un groupe de jeunes prisonniers qui, malgré la dénutrition, présentent des caractéristiques physiques comparables à celles des sous-mariniers. Richard, originaire de Wilhelmshaven, est le médecin des commandos du K-Verband et du personnel des sous-marins de poche. Ce jour-là, quand nous sommes arrivés, les autres détenus et moi, on a été obligés de prendre des comprimés. Ils ne nous les ont pas distribués. Un SS nous les a mis directement dans la bouche. Puis, nous sommes allés au poste de vérification. On nous a donné des chaussures et un sac à dos rempli de sable. Ensuite, nous avons reçu l'ordre de rejoindre le peloton disciplinaire qui marchait dans la cour. À midi, le peloton s'est arrêté pour déjeuner. Nous avons continué à marcher. Le soir, nous avons rejoint notre baraquement, mais sans boire, ni manger, ou même nous asseoir. Nous avions seulement le droit d'uriner. Après l'appel, nous avons marché toute la nuit. Le jour suivant, la même chose s'est répétée. Après l'appel, nous sommes retournés marcher. Et le soir, on nous a conduits à l'infirmerie, où nous avons été examinés. La patrouille de cobayes humains marche pendant 4 jours et 3 nuits. La pause nocturne pour les contrôles médicaux n'excède pas une demi-heure. Les détenus craignent de participer à une expérience potentiellement mortelle, car le docteur Richard ne leur a donné aucune information sur la nature des produits qu'ils ont ingérés. En l'occurrence, il s'agit de préparations associant la pervitine à la caféine ou à la cocaïne. La plupart des détenus marchent pendant 80 heures d'affilée, à l'exception de l'un d'entre eux qui a avalé par mégarde son chewing-gum à la pervitine et qui s'endort. Pourquoi, à la fin de l'année 1944, la marine réalise-t-elle des tests sur la pervitine alors que ses effets sont connus depuis longtemps? Dans un premier temps, il s'agit de découvrir quelle est la dose minimale qu'il faut administrer pour obtenir un rendement maximal. Mais il s'agit aussi d'examiner une possible amplification des effets secondaires dès lors que ces préparations sont absorbées lors d'efforts physiques extrêmes. Dans d'autres camps ont lieu d'autres tests, avec la même brutalité et le même mépris de l'humain. Au bout du compte, la marine aboutit à la conclusion que la pervitine est le plus efficace de tous les produits stimulants. En dépit d'une situation matérielle toujours plus précaire, un premier sous-marin de poche est livré dès l'automne 1944. Le Seehund, un engin servi par 2 hommes d'équipage et qui dispose pour tout armement de 2 torpilles. Mais pour l'heure, personne n'est en mesure de le piloter. À Neustadt, sur la mer Baltique, le contre-amiral Haye réunit des jeunes matelots de la marine de guerre volontaires pour la formation du K-Verband. Ils n'ont aucune expérience de sous-mariniers. Régulièrement, des modifications sont effectuées sur les sous-marins.
L'inexpérience des hommes et la complexité d'utilisation des engins causent de nombreuses pertes lors des sorties de formation. En prévision des missions à venir, les futurs conducteurs de sous-marins, comme Fritz Meyer, sont habitués au manque de sommeil et à l'absorption de pervitine. Lors de ces entraînements, nous devions passer 2 à 3 jours aux messes des officiers. Nous étions libres de faire ce que nous voulions, nous pouvions bavarder ou jouer aux cartes. La seule chose que nous n'étions pas autorisés à faire, c'était dormir. Et on nous avait proposé un produit, je me souviens du nom, il s'appelait la pervitine. Nous pouvions en prendre si nous le souhaitions. Les choses sérieuses commencent fin décembre 1944. 30 sous-marins équipés de torpilles sont acheminés depuis Wilhelmshaven vers IJmuiden, un site industriel proche d'Amsterdam. En quelques jours, les jeunes recrues du Kampfverband reçoivent des instructions détaillées sur leur mission. La première sortie des sous-marins Seehund a eu lieu le 1er janvier 1945. Sur 18 sous-marins, l'un a heurté une mine à la sortie du port de IJmuiden et a explosé. Et 17 sont sortis sans encombre. Mais seuls 2 sont rentrés, dont celui à bord duquel je me trouvais. Notre sortie était une mission en meute. On nous avait prédit de bonnes conditions météo. En réalité, elles ont été épouvantables. Les équipages ne sont pas préparés à affronter l'hiver en mer du Nord. Au cours des missions suivantes, les pertes sont tout aussi catastrophiques. Les défaillances techniques, les erreurs de pilotage, les intoxications au monoxyde de carbone, les tirs ennemis ou les courants marins sont autant de causes possibles. Quelques rares sous-marins sont pris par les Alliés. À part un compas, les appareils ne disposent d'aucun équipement de navigation. Sous l'eau, les Seehunde sont propulsés par un moteur électrique de faible portée. Par conséquent, la plupart des trajets ont lieu en surface et doivent être effectués de nuit. De jour, pour ne pas être repérés, les sous-marins restent immobiles au fond de la mer. Pour l'équipage, ce sont des heures pénibles, épuisantes, dans un habitacle exigu, sans lumière naturelle. Pas question de se dégourdir les jambes ou de dormir. Bien sûr, nous aurions pu dormir assis, mais il fallait constamment surveiller notre approvisionnement en oxygène. Sous l'eau, quand on s'endort, on risque de ne pas se réveiller et on peut mourir sans l'intervention de l'ennemi. L'intérieur de ce Seehund, réalisé lors d'une restauration au musée d'histoire militaire de Dresde, montre l'exiguïté de ces sous-marins. Avec un équipage de 2 hommes, l'habitacle contient à peine assez d'oxygène pour 45 minutes. Le contrôle du taux d'oxygène s'effectue à la main. Le réapprovisionnement en oxygène a lieu avec une pompe manuelle. Le risque d'intoxication au monoxyde de carbone est important. L'officier de marine et l'officier du génie devaient absolument rester éveillés. Quand l'un des 2 s'endormait, l'autre ne tenait pas le coup tout seul. Initialement, les sorties sont prévues pour une durée de 2 à 3 nuits. Mais les aléas de leur mission ou de la météo contraignent souvent les sous-marins à rester en mer de 5 à 7 nuits d'affilée. Les marins sont soulagés quand ils parviennent à regagner leur port d'attache sains et saufs. En dépit des efforts déployés, ces missions sont peu efficaces et ne parviennent pas à inverser le cours de la guerre. Pour mobiliser les dernières ressources physiques des marins, l'usage de pervitine est indispensable. Après 5 nuits en mer, je ne tenais plus. J'ai pris de la pervitine pour rester éveillé. Cela provoquait parfois des réactions bizarres, surtout dans les échanges avec mon ingénieur de navigation. Lui ne voyait rien,
Il était totalement dépendant de mes instructions. Parfois, je lui disais, reste à profondeur de périscope, à tribord tout, arrêt moteur, moteur à demi-régime, à bâbord tout. Alors il me répondait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lui demandais, comment ça? Oui, tu me donnes des ordres complètement insensés. À ce moment-là, je comprenais. Un jour, je lui ai dit, je pensais qu'on roulait sur une route et que par les fenêtres, je voyais des filles qui nous faisaient des signes. Je délirais complètement. C'était sans doute les effets secondaires de la pervitine. L'accoutumance est rapide, ce qui entraîne régulièrement des cas de surdose. Un autre commandant se souvient des effets de la pervitine. Nous nous sentions euphoriques et comme en apesanteur. À l'intérieur du sous-marin, les cadrans lumineux, le compas et l'horloge semblaient changer de taille et de forme. Les choses prenaient des couleurs irréelles et nous entendions une musique étrange et merveilleuse. Quand je suis arrivé à la sortie, j'ai vu l'ingénieur de navigation lancer l'horloge de bord dans la mer, comme un disque. Il avait également jeté à l'eau nos provisions, nos pullovers, nos cartes marines. Quand je lui ai demandé de s'expliquer, il m'a répondu « Pour couler, nous n'avons pas besoin de tout ça. » En avril 1945, Berlin subit les derniers assauts de la guerre. Pour faire face aux attaques aériennes quotidiennes, la Wehrmacht recrute des soldats parmi les jeunesses hitlériennes. Nous passions 4 à 5 heures par nuit sur les canons antiaériens. Nous étions épuisés en permanence. Le jour où nous allions à l'école, les cours continuaient normalement. Des classes entières sont transformées en unités de combat. Plus tard, les attaques aériennes ont eu lieu également dans la journée. Alors les cours étaient interrompus. Les enseignants mettaient leurs casques et allaient se mettre à l'abri dans un bunker. Nous allions rejoindre nos pièces d'artillerie. Le service des canons anti-aériens est éreintant. Pour tenir le coup, les écoliers prennent de la pervitine, sur ordre de leurs supérieurs. On nous en donnait tous les soirs, avec le ravitaillement. Après le dîner, le sous-officier de service passait dans les rangs et distribuait du chocolat à la pervitine ou des comprimés aux servants de pièces d'artillerie et aux opérateurs radars. Et il fallait qu'on avale ça tout de suite, devant lui. On ne pouvait pas refuser. Deux semaines après notre prise de service, 8 d'entre nous étaient morts. C'était le pire baptême du feu qu'on puisse imaginer. Mais quand on est dopé à la pervitine, on voit les choses plus légèrement et on accepte peut-être mieux la mort d'un camarade. Siegfried Thon participe aux derniers affrontements de la bataille de Berlin. Les munitions sont pratiquement épuisées, mais la pervitine reste disponible jusqu'aux derniers instants. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Dans le monde, la Seconde Guerre mondiale a coûté la vie à plus de 55 millions de personnes, soldats et civils confondus. Les milliers de soldats qui rentrent de la guerre reviennent avec leur traumatisme, mais aussi avec leur addiction. En raison des immenses stocks de la Wehrmacht et de l'industrie, la morphine et la pervitine sont faciles à trouver au marché noir. Et la demande est importante. La pervitine s'est vendue au marché noir durant les premières années d'après-guerre, avant la création des 2 États allemands. De par son format, sa valeur marchande et la forte demande, c'était une marchandise facile à écouler. La pervitine sera ainsi vendue sous le manteau jusque dans les années 50. La guerre avait mis un frein à tous les plaisirs. D'un seul coup, ce frein n'était plus là. Nous n'avions pas eu de jeunesse. Après la guerre, tous les désirs se sont exprimés de façon décuplée. La pervitine devient une drogue festive. Une fois les stocks existants écoulés,
certains continuent de satisfaire la demande du marché noir, d'autant qu'à cette époque, la production privée de méthamphétamine n'est pas encore passible de poursuites judiciaires. Après la guerre, il y avait un slogan qui disait « Plus d'amour grâce aux comprimés de pervitine ». Ce slogan a vraiment existé. Dans ces années de pénurie, les jeunes qui rentrent du front sont pressés d'achever leurs études afin de pouvoir travailler. Comme avant la guerre, de nombreux étudiants ont recours à la pervitine pour faire face au stress et aux examens. Parmi les étudiants de ma promotion, certains ont reconnu qu'ils avaient pris de la pervitine. Il y en a même un qui a été radié pour ça. Elle l'a totalement détruit. Après ça, il a complètement perdu pied. Les marchés noirs disparaissent peu à peu, mais la pervitine est à nouveau disponible en pharmacie. Et dans les deux républiques allemandes, les habitudes de prescription des médecins sont très laxistes. La production de pervitine, jusque-là classée importante pour l'effort de guerre, est maintenue par un décret des forces d'occupation soviétiques. Avec la construction du mur, la société Temmler se divise elle aussi entre Est et Ouest. Des deux côtés du rideau de fer, la pervitine contribue à la reconstruction. Sa consommation entre dans les mœurs de la société d'après-guerre. Wo bleibt noch Scarlett? Ich wünschte, sie wäre schon da. Ich wünschte, Schlemmer wäre schon da. Und wenn er nicht, dann wenigstens mein Kleid. Was möchten Sie in den Kaffee? Milch, Zucker? Nur 2 Pervitin, das wird heute ein anstrengender Tag. La pervitine s'invite dans le quotidien des chefs d'entreprise de la jeune République fédérale d'Allemagne. Dans la vie du citadin moderne, le recours aux stimulants en quantité mesurée pour affronter le stress de la vie professionnelle est perçu comme une option tout à fait défendable. Une vision assez proche de celle de notre époque. Le problème des produits stimulants est que celui qui en consomme ne voit plus ses propres limites. Il ne reconnaît plus les signaux d'alerte que son corps lui envoie, comme la peur ou la fatigue. Avec les amphétamines, on risque de dépasser ces limites. Un risque particulièrement élevé dans le sport de haut niveau. On estime que la pervitine a été utilisée lors de l'ascension du Nanga Parbat, lors de certains Tours de France, et sans doute aussi lors du fameux miracle de Berne. Dans ces années de reconstruction, les contrôles antidopage n'existent pas encore. Durant l'été 1968, Jupp Elze, célèbre boxeur de Cologne, affronte Carlos Duran pour le titre de champion d'Europe. Ce jour-là, il dépasse de très loin ses limites physiques. Après 15 rounds, il s'effondre et décède 2 jours plus tard d'une hémorragie cérébrale. L'autopsie révèle qu'il a consommé 2 comprimés de pervitine avant le combat, ce qui l'a probablement empêché de tenir compte de ses limites physiques. Le décès de Jupp Elze entraîne l'introduction des premiers contrôles antidopage dans le sport de haut niveau en RFA. Le milieu des années 50 voit la création des 2 armées allemandes d'après-guerre, la Bundeswehr du côté de la RFA et la NVA, l'armée populaire nationale de la RDA. Durant toute la guerre froide, ces 2 armées se feront face. Dans l'éventualité d'un conflit, on prévoit de la pervitine à l'est comme à l'ouest. Dans la Bundeswehr, la pervitine est stockée de façon centralisée. Jusqu'au début des années 70, elle est disponible en cas de mobilisation des troupes. Elle fait également partie des rations de combat des parachutistes. Elle sera même distribuée lors de certains exercices. La pervitine faisait partie des rations de combat des parachutistes. Elle était emballée dans un sachet plastique qui nous était remis par l'adjudant ou par l'officier de ravitaillement. Par un camarade, je sais qu'en 1964, les conducteurs de chars recevaient un rouleau de comprimés de pervitine avant les manœuvres. En revanche, ils n'étaient autorisés à en prendre que sur ordre. L'armée populaire nationale de la RDA fait elle aussi provision de pervitine pour le cas d'un conflit. Il en est fait état dans les règlements de service. Dans l'aviation militaire est-allemande, la pervitine est distribuée aux pilotes. Dans la Luftwaffe, la pervitine et le Coca-Cola servaient à combattre la fatigue lors des exercices de décollage et d'atterrissage répétés ou lors de vols très longs en bombardier.
Dans la NVA, en revanche, la pervitine n'était utilisée qu'en cas de force majeure, quand le pilote devait abandonner son avion, pour cause d'avarie par exemple, afin qu'il puisse rester opérationnel le plus longtemps possible. La pharmacie de bord des avions MiG de la NVA est équipée de comprimés de pervitine que l'armée de l'air fait produire à Königsbrück jusqu'en 1975. La pervitine a ensuite été remplacée par l'aponeuron. Au cours des années 70 et 80, l'aponeuron a été utilisé contre l'apathie, la narcolepsie et dans une certaine mesure contre la dépression ou les troubles de déficit de l'attention. Nous l'utilisions car c'était un produit très proche de la pervitine et parce qu'il n'était pas soumis à l'obligation de prescription. C'était une forme de compromis. Un compromis auquel toutes les troupes ne sont pas tenues. Jusqu'en 1988, les trousses de secours des unités spéciales ou des gardes frontières contiennent de la pervitine. Ces stimulants doivent les aider à intercepter tous ceux qui cherchent à fuir la RDA. Le 14 juillet 1971, Peter Döbler tente de passer à l'ouest. Pour cela, il doit franchir 50 km à la nage en haute mer. Porté par la volonté farouche de quitter le pays, il n'a sur lui que ses papiers d'identité et quelques comprimés. J'ai cherché à m'éloigner le plus rapidement possible de la côte, jusqu'à un point imaginaire situé entre 10 et 12 km en mer. À partir de ce point-là, je savais qu'il fallait que je change de direction. Donc j'ai nagé pendant 6 heures vers le nord, puis j'ai pris en direction du nord-ouest. Entre-temps, la nuit était tombée et je voyais les projecteurs sur la rive. Mais je m'étais renseigné. Je savais qu'à cette distance, on ne pourrait pas me voir. Ces projecteurs ne servaient qu'à faire peur. Döbler dispose des mêmes armes chimiques que les gardes frontières. Grâce à des comprimés d'amphétamine, il parvient à atteindre l'autre rive. J'ai pris le premier comprimé au bout de 8 heures et le suivant environ 4 heures plus tard. J'avais testé ces intervalles. L'effet des comprimés diminue avec le temps et il faut en prendre un autre. Évidemment, on ne peut pas faire ça indéfiniment. À un moment, le corps va réagir et réclamer du repos. Peter Döbler a préparé sa fuite pendant 2 ans. Il s'est entraîné discrètement, en se coupant totalement de son cercle d'amis. Mais pour le succès de son évasion, l'effet psychoactif des amphétamines est déterminant. Le sentiment d'euphorie a joué un rôle très important. À aucun moment je n'ai pensé que j'échouerais. Quand on est sûr qu'on va y arriver, le corps tient le coup. Alors que si l'esprit se met à douter, le corps ne tarde généralement pas à lâcher prise. La pervitine reste sur le marché jusqu'en 1988, date à laquelle la société Temler ne renouvelle pas sa licence. D'autres produits à base d'amphétamine prennent la suite. L'aponeuron ou la N1 sont 2 des stimulants utilisés par l'armée. Dans la course-poursuite entre les laboratoires et le législateur, la classification de nouveaux dérivés d'amphétamine dans la liste des produits stupéfiants n'est souvent qu'une question de temps. Aujourd'hui, la méthamphétamine circule à nouveau sur le marché noir, où elle est mieux connue sous les noms de speed ou de cristal. Dans les années 70 et 80, nous avons eu beaucoup de tranquillisants, les benzodiazépines, le Valium et des produits similaires. Depuis le milieu des années 80, la société se tourne vers les substances désinhibantes, qui permettent à l'individualité de s'exprimer et de se mettre en avant, qui stimulent notre activité, notre pouvoir d'attraction et notre combativité. De ce point de vue-là, l'utilisation qu'on en fait dans l'armée n'est pas tellement éloignée de ce que la société nous rabâche en permanence. Nous devons nous prendre en charge, dépasser nos limites, nous imposer par la performance. Et dans cette optique, certains médicaments semblent très utiles. Face à l'augmentation des situations de danger et de stress lors des missions à l'étranger, les médecins de la Bundeswehr réfléchissent à la réintroduction de produits médicamenteux stimulants. À ce sujet, en 2007, la commission médicale de l'armée allemande, constituée de scientifiques indépendants, a émis la recommandation suivante. Sur une durée limitée et dans un cadre strictement défini, le recours ultime à des produits médicamenteux visant à pallier une baisse de la performance physique ou intellectuelle
peut être considéré comme acceptable. Dans un instant, ouvrons un autre chapitre de l'histoire de l'Allemagne nazie et suivons le récit de l'incroyable évasion d'officiers alliés détenus dans la forteresse de Golditz.